on a essayé de discuter avec beaucoup de colloques, des universitaires spécialistes de l'Égypte, et on m'a dit clairement qu'il n'y a pas, l'étude n'est pas documentée, on a peu d'éléments. Et le hasard des rencontres, le hasard des échanges sur un autre projet, je suis tombé sur Christophe Boulot, que vous allez écouter tout de suite, qui m'a dit, mais c'est super parce que je peux te présenter le projet, puisque j'habitais en Égypte pendant cette période, et j'ai vu comment les terres bougeaient et comment ça participe. Alors, Christophe, l'échange qu'on a eu était passionnant, parce qu'il pouvait parler d'un côté des questions des terres, mais aussi parler du projet de régénération urbaine au centre du Caire, qui était aussi au cœur de cette démarche. Et du coup, ça va dans le sens de l'intervention de Laurent, et dans ce que je disais ce matin, c'est cette approche intégrée, de dire finalement les terres peuvent participer à un grand projet urbain. Et les terres, pour moi, peut-être ce sera une des conclusions de demain, ça peut devenir un service urbain. Alors, Christophe, qui est avec nous, que je vois sur l'écran, super. Peut-être tu vas commencer par dire quelque chose sur l'AKDN, ça veut dire l'Aga Khan Foundation Trust ou quelque chose comme ça, et après par la suite passer à des questions, des questions du Caire, et en même temps voir, peut-être parler un peu des autres projets que tu mènes dans le monde. Non, alors donc je vais vous faire voyager un petit peu donc en Égypte, dans la capitale d'Égypte qui est au Caire, pour vous présenter un projet qui s'est déroulé entre, on va dire, la fin des années 90 et qui a été ouvert au public en 2005. Il s'agit du parc El Azhar. C'est un parc urbain qui a été créé ex nihilo à une époque en fait où, de manière concomitante, avait lieu un tunnel souterrain pour relier une partie du Caire à une autre. Voilà. Donc, d'une certaine manière, en fait, ça rejoint deux thèmes qui sont d'une part la réutilisation des terres, mais aussi en fait un projet urbain qui a permis en fait à une ville de respirer un peu. Voilà. Donc là, vous voyez en fait le quartier de Darb el Ahmar, qui est un quartier contigu au parc urbain du Caire. C'est un quartier très dense et dans lequel il y a beaucoup de monuments historiques et une vie de logement très animé. Donc pour vous expliquer, je travaille pour une organisation qui s'appelle le Réseau Lacan de développement. Donc vous l'avez en anglais malheureusement parce que l'anglais est notre langue de travail. Donc moi je travaille pour une unité qui s'appelle le Programme des villes historiques, donc dont l'intérêt est vraiment de réhabiliter des villes anciennes. Le Caire, une ville de 20 millions d'habitants, vous voyez, en fait, au confluent du désert et du delta du Nil. Le centre ancien correspond plus ou moins à 2% ou 1% de la surface de la ville. Et c'est justement ce sur quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui. Alors, vous voyez dans cette image le parc El Azhar tel qu'il est aujourd'hui, en fait. Donc, c'est une amende d'espace vert de 33 hectares au milieu d'une ville très dense, dont sur la gauche, vous voyez en fait la ville historique avec son tissu urbain extrêmement dense, et sur la droite, en fait, des autoroutes, ainsi que la Cité des Morts, qui est aussi en fait une ville habitée. Voilà. Et donc, ce parc urbain, qui a été créé ex nihilo entre 1995 et 2005, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de sa création. Alors, dans les années 90, voilà de quoi a été fait cet espace. C'était un espace d'abandon au milieu d'une ville extrêmement dense, tout simplement parce qu'il avait servi à déposer des débris de construction. Ce n'était pas vraiment une déchetterie dans le sens organique, mais c'était une zone de déchets de construction depuis 500 ans. Voilà. Et ce qui a fait que ça n'a jamais été urbanisé. Donc vous voyez en fait une vue aérienne de ce site avant qu'il ne soit végétalisé. Et donc, vous voyez bien en fait sur ce site qu'il existe en fait dans ce parc 3 grands réservoirs couverts de métal qui ont été créés en fait à la demande du gouvernement égyptien pour faire un château d'eau pour la ville complète. Donc, c'est une des contraintes qui a eu lieu lors du terrassement général, c'est que ça a causé en fait plus ou moins 5-6 ans de retard pour permettre en fait à ces grands réservoirs qui font 180 mètres de large et 40 mètres de profondeur de se créer. Donc, c'est
c'est non seulement un espace vert, mais un château d'eau pour la ville. Voilà. Donc, vous voyez, de manière concomitante, là, c'est le seul plan que j'ai pu trouver, en fait, disponible sur le web, du tunnel d'Al-Azhar, qui mène, en fait, du nord du parc Al-Azhar jusqu'au centre-ville du Caire. C'est un tunnel qui a été confié à Vinci, après appel d'offres, qui a été extrêmement rapide, qui a été fait de mai 98 à juillet 2001, et pour lesquels il y a eu beaucoup d'excavements. Et une partie des terres qui ont été excavées dans ce tunnel, qui fait 2,5 km, ont été récupérées pour le parc. Donc, c'est avant tout en fait des terres liées aux argiles, qui sont des argiles qui ont permis en fait de faire des travaux de préfinition dans les couches avant la terre naturelle du parc. Donc vous voyez en fait en termes de construction, à quoi ça correspond plus ou moins ce grand parc urbain. C'est avant tout en fait un travail de terrassement à différentes couches qui permettent en fait de stabiliser les terres parce que vous voyez à gauche la muraille urbaine du Caire qui a été mise à jour. Elle a été mise à jour dans le maximum de sa hauteur pour permettre aux terres de se retenir sans avoir de chute. Voilà. Donc, vous voyez, le propre de la terre en Égypte et de l'argile, c'est qu'elle est extrêmement légère. C'est beaucoup de silt et elles sont très difficiles à stabiliser. Voilà. Donc, il faut souvent en fait mettre plusieurs types de terres différentes pour que ça marche. Donc, vous voyez en fait différentes images en fait de ces travaux de terrassement qui ont eu lieu pendant 4-5 ans sous les yeux des habitants du Caire qui étaient très sceptiques sur les capacités de créer un espace de qualité. Donc vous voyez, en fait, avant tout, ça a créé beaucoup de poussière pour les habitants qui ont commencé à se poser beaucoup de questions sur ce que l'on faisait. Vous voyez, donc c'est un parc dans lequel un certain nombre d'équipements ont été construits, dont des restaurants, des portes d'entrée, une pépinière aussi pour les plantes, différents jeux pour enfants. Et ça vous montre plus ou moins en fait les avant-après. Voilà. Donc je vous montre un peu le plan du parc tel qu'il est. La ligne rouge entoure en fait notre zone, on va dire qu'on a appelé d'intervention, qui est une zone qui associe le parc, ainsi que le quartier qui est immédiatement situé à l'ouest. Donc ce quartier de Darb al-Ahmar a dès le début été considéré comme complémentaire au parc. Le parc a été avant tout en fait un poumon vert pour la ville, vous voyez, et qui a permis non seulement à une population locale de venir visiter et passer du bon temps en fait dans la nature, mais aussi découvrir les quartiers historiques avoisinants qui avaient toujours été négligés. Donc, ce parc joue un rôle en fait d'un balcon. Ah pardon, voilà, ça joue le rôle d'un balcon sur la ville. Voilà donc le parc Al-Azhar tel qu'il est aujourd'hui, avec 2 millions de visiteurs par an, bon an, mal an, dans le sens où certaines années, il y en a eu un petit peu plus, d'autres fois un peu moins, selon les situations politiques locales. Donc, c'est un parc qui bénéficie d'un paysage relativement collineux, dans le sens où les réservoirs d'eau ont créé en fait une contrainte importante pour faire des petites collines et qui permettent en fait le déplacement des piétons sur différents espaces. Donc vous voyez en fait c'est 99% de la population sont des Égyptiens du quartier ou de la métropole qui viennent visiter. Il y a des avantages qui sont donnés en fait aux habitants du quartier pour venir en termes de billetterie. Les ressources du parc
sont avant tout, en fait, c'est un parc privé, dans le sens il fait l'objet d'un partenariat public-privé entre le gouvernement et le réseau Agacan. Donc, on en a la gestion pendant 5 ans renouvelable. C'est un PPP, donc, dans lequel, en fait, 60% des revenus vont au gouvernement du Caire et 40% des revenus de surplus de gestion, quand il y en a, sont réinvestis dans les projets sociaux. Voilà. Donc, c'est un parc qui n'a aucun objectif de rentabilité, mais qui a l'objectif d'être une sorte de mécanisme de financement pour d'autres projets sociaux dans les quartiers avoisinants. Donc, vous voyez un petit peu le type de... C'est un parc assez libre, en fait, où les gens peuvent même venir pique-niquer. C'est un parc dont l'accès public est autour de 30 centimes d'euros, ce qui correspond à peu près à tous. Il y a eu en fait un social survey, comment dire, une enquête sociale préalable qui a déterminé que les Égyptiens seraient prêts à payer un montant minimum pour accéder à un espace de qualité qui soit bien entretenu et sécurisé. Donc vous voyez en fait que les besoins en fait sont relativement différents dans les pays en voie de développement et très urbains et très denses des espaces publics dont on dispose en Europe. Donc c'est des espaces verts de réunion pour les familles, étendus ou pas. Et c'est en général, les gens passent à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour chaque visite dans le parc. On s'est rendu compte en fait donc que la population permet en fait d'avoir un mix entre des populations relativement modestes et des classes moyennes qui viennent en fait à pied et sont déposées, ainsi que des catégories qui ont plus de moyens, qui peuvent manger dans les restaurants et donc générer des revenus qui permettent d'entretenir le parc. Voilà. Des activités culturelles ont lieu pour les enfants. Il y a un espace de jeu pour les enfants. Donc, vous voyez, c'est un parc qui joue un rôle en fait à différents degrés pour différents groupes sociaux et qui a trouvé sa place dans la géographie du Caire, non seulement parce qu'il est central, qui joue le rôle en fait d'un balcon sur la ville et permet en fait à chacun de s'y retrouver. Alors vous voyez, un balcon sur la ville, donc vous pourriez voir par beau temps les pyramides tout au fond au sud-est. Donc les gens ont redécouvert leur ville. D'une certaine manière, en fait, beaucoup de populations, beaucoup de gens qui vivent dans des quartiers modernes ne connaissent pas du tout leur ville. Vue aérienne du Caire, en fait, avec le parc au premier plan, et la muraille historique, en fait, qui est percée de portes historiques qui permettent de relier, en fait, le quartier et le parc. Voilà, vous voyez, en fait, une carte générique, en fait, qui montre, en fait, à l'extrémité, donc on est au-dessus, en fait, la muraille fatimide et ayoubide du Caire, ainsi que les autoroutes qui donnent accès de l'autre côté. Donc, vous voyez en fait que des portes ont été créées en fait du côté du quartier historique qui permettent en fait aux gens qui le souhaitent de venir au parc depuis ces quartiers urbains et surtout en fait la population du parc de descendre visiter ces quartiers. Donc c'est important en fait en termes de connexion parce que ça amène en fait une réutilisation de portes historiques ainsi que des mélanges et de la promotion des petites et moyennes entreprises, des cafés, des restaurants du Caire. Vous voyez en fait ce qu'était l'enceinte fortifiée au Moyen Âge. Donc ça c'est une photo de 1880-90. Donc le parc était en fait une montagne de détritus en fait et de débris que l'on voit sur le côté, qui arrivait de manière très raide en fait sur la muraille déjà. Hein. Donc c'était une zone abandonnée.
Et le Caire était toujours en fait une ville assez dense, qui s'est reconstruite sur elle-même. Donc l'enceinte fortifiée, je vous montre ces photos d'avant qu'elle soit révélée. En fait, on voit au sommet de ces petits taudis des créneaux qui permettent de déduire qu'il y avait une fortification quelque part. Voilà. Vous voyez en fait des minarets dont le sommet était tronqué. Donc tout ça, c'était avant travaux. Et vous voyez en fait, après, de cette manière, vous voyez, la différence peut-être, c'est que le parc lui-même a permis non seulement de mettre en valeur la muraille comme toile de fond, et un certain nombre de monuments du Caire ont été restaurés, des maisons améliorées, de l'assainissement a été fait dans certains quartiers autour des zones les plus vulnérables. Donc tout un travail de réhabilitation urbaine qui a eu lieu. Et vous voyez en fait que c'est avant tout la question était avant d'améliorer les conditions de vie et non seulement par l'environnement physique, mais en fait des activités socio-économiques. Donc on se rend compte que l'architecture et l'urbain ont ceci d'avantageux pour les impacts sur l'aménagement urbain, c'est qu'à l'échelle de 5 à 10 ans, on arrive à obtenir en fait un changement physique assez drastique qui permet aux gens de réaliser que leur environnement s'est amélioré. Et donc la perception sur eux-mêmes est d'autant améliorée. Ça, c'est une question psychologique qui permet en fait de renverser la vapeur du déclin, souvent. Vous voyez en fait, donc, comment on arrive à identifier des gens vulnérables. Avant tout, c'est les questions de revenus moyens, l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, aussi que 55% en fait des revenus c'est dépensé en repas, à manger. Donc en fait, il reste très peu pour l'éducation, la santé et différentes économies. Donc c'est un cas de personnes en fait qui étaient vraiment en difficulté. Et vous voyez que sur cette image en fait d'une mosquée restaurée qui s'appelle Sultan Chaban, l'amélioration en fait de certains monuments qui sont des monuments collectifs, qui sont des mosquées de quartier, permet en fait d'amorcer la pompe de l'amélioration urbaine et de permettre aux gens de réaliser qu'ils n'habitent pas dans un quartier défavorisé où le gouvernement ne s'intéresse pas à eux. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas écouter Christophe Boulot jusqu'au bout, mais je pense que c'est une souffrance pour lui de se connecter, se déconnecter, et il commence à se faire tard, midi et quart. S'il revient et si la connexion est stable, je laisserai finir sa présentation rapidement. Sinon, on va... S'il il est de retour, j'ai l'impression. Non, pas encore. Alors du coup, je commence avec Reda la synthèse et on essaiera peut-être, s'il reste avec nous, de le retrouver. Comme je vous ai dit ce matin, cette première session, elle aura une suite demain après-midi, puisqu'on a voulu associer les questions des friches, les questions du foncier, avec les questions de la production de la ville durable et les questions de la nature en ville. Alors, je suis assez satisfait de ce choix, puisqu'on a vu les allers-retours qui ont pu avoir entre les deux présentations de ce matin, sur les relations entre les friches, l'urbanisme temporaire et par la suite comment la biodiversité fait partie de cet urbanisme temporaire et qui sera valorisé dans les projets définitifs. Ils ne sont pas concertés, les deux intervenants de ce matin, par rapport à cette question. En fait, plutôt la complicité et les allers-retours entre les deux étaient naturels. L'exemple du Caire va dans ce sens-là, puisque c'était une friche et ça a permis de transformer en parc. Je ne sais pas trop si la biodiversité était préservée ou était valorisée dans le cadre de ce projet, mais en tout cas, ça n'a pas l'air. Mais je pense qu'il y a une question de fond qu'on aurait aimé poser à Christophe, qui est de retour, mais il le répondra après, sur les questions de l'eau et sur les questions de besoin en eau pour entretenir ce parc.
Alors ensuite, il y a un sujet qu'on va pas aborder d'une manière détaillée maintenant, mais c'est la question du gisement des friches urbaines et mettre en place des solutions pour réduire les îlots de chaleur. Je pense que ça c'est un élément très important, les friches, parce que c'est le foncier qui sont disponibles dans l'urbain et le périurbain, et c'est peut-être ces endroits-là qui pourraient être aménagés d'une manière respectueuse de l'environnement pour travailler sur cette question d'îlots de fraîcheur, et aussi la biodiversité peut y contribuer. Sur la présentation de Laurent, là, clairement, on voit bien ce que nous défendons dans l'approche de la ville durable en intégrant différentes approches. Et ça signifie bien que, finalement, les terres peuvent être des vecteurs porteurs de messages très importants pour aussi bien la biodiversité, les questions de la nature, les questions de matériaux de construction qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais qu'on reviendra en détail dès demain. Voilà quelques éléments de synthèse, et je pense que je vais laisser la parole à Reda pour quelques mots, et peut-être on tentera d'avoir Christophe pour une conclusion, s'il m'entend, de 3-4 minutes après. Avant de faire une synthèse de mon côté, je vais profiter du fait que vous nous entendez pour vous poser une question. On se posait la question de savoir comment vous gériez, enfin comment le parc des Lazars au Caire gérait l'eau, parce que j'imagine qu'il faut pas mal d'eau pour végétaliser, surtout au Caire. Et puis, si vous aviez veillé à ce qu'il y ait des îlots de biodiversité à l'intérieur du parc, ou s'il était totalement ouvert aux habitants. Et comment vous aviez géré la couche arable en surface? En période estivale, le parc a besoin de 12 tonnes d'eau par jour d'irrigation. Alors, un des points importants qui a permis d'éviter la percolation de l'eau jusqu'au niveau des terres du substrat a été de créer un liner qui est à 1 mètre sous le niveau des terres végétales, qui maintient l'humidité. Donc, ça permet en fait de maintenir un peu les gazons pour faire en sorte que les herbes ne consomment pas, n'aient pas besoin en fait d'une consommation d'eau importante. De plus en plus, les arbres qui ont grandi ont des racines assez profondes et permettent en fait de capter l'humidité du sol. On s'est rendu compte maintenant qu'il y a à peu près 15 ans de l'ouverture que la consommation d'eau a baissé. Voilà. Maintenant, vous parliez de la biodiversité ou de la diversité humaine pour l'accessibilité? Non, la biodiversité. Biodiversité, par rapport aux écosystèmes dans le parc. On s'entend? La biodiversité. Oui, de la biodiversité. L'écosystème. Alors ça, c'est relativement... C'est une chose, en fait, qui s'est... Disons que oui, c'est une chose qui m'a frappé la première fois, on va dire. J'ai jamais pensé, en fait, qu'au Caire, des gens de différents niveaux sociaux allaient pouvoir partager un espace. Et il se trouve, en fait, qu'un espace qui soit relativement bien géré, avec suffisamment d'espace pour chacun, permet à tous les groupes sociaux de se nuire les uns aux autres et se regarder. Vous voyez, parce que c'est des pays dans lesquels les gens prennent vraiment conscience, en fait, des différences sociales. Et sur la biodiversité, après, Christophe? Biodiversité, on va dire une chose intéressante. Biodiversité, il y a donc le parc a trouvé sa place pour les oiseaux migrateurs, par exemple. Parce que vous savez que la vallée du Nil, en fait, il y a un axe important de migration pour tous les oiseaux qui effectuent leur migration. Et on s'est aperçu, en fait, en octobre et en mars-avril, que le parc est un lieu de nidification important pour tous les oiseaux qui migrent, en fait, comme une sorte de stop, après de remonter en Europe ou de redescendre. Une forme, en fait, de... Voyant en plus toutes les plantations qui ont augmenté, il y a une forme d'écosystème qui s'est créé entre des oiseaux, des scarabées, enfin différents groupes animaux qui ont trouvé leur place, voilà, en plein cœur de la ville.